Bonjour Mohamed Yacoubi, merci d'être avec nous sur Média TV ce matin pour nous apporter votre éclairage. Le marathon de la diplomatie climatique commence aujourd'hui à Belém, au Brésil. L'enjeu est l'élaboration de la nouvelle feuille de route qui va détailler les actions climatiques pour limiter le réchauffement pour les 10 ans qui viennent et 10 ans surtout après celle qui avait été élaborée à Paris. Est-ce que vous, en tant que spécialiste de ces questions, en tant que climatologue, vous êtes optimiste avant l'ouverture de cette COP30 ou alors est-ce que vous vous dites que ça va encore être un coup d'épée dans l'eau? Bonjour et merci pour l'invitation. Moi, personnellement, je ne peux être qu'optimiste. Parce qu'il faut imaginer que s'il n'y avait pas ce processus de négociation, les dégâts sur l'environnement en relation avec le changement climatique auraient dû être plus importants. On aurait dû être aux alentours de 3,5 degrés Celsius d'augmentation de la température. Une augmentation qui aurait dû avoir beaucoup d'impact négatifs sur les écosystèmes aussi bien environnementaux que les écosystèmes naturels. La réunion de Belém promet d'avoir des réponses très positives, car il est installé dans un processus continu. On connaît par exemple qu'il y avait l'accord de Paris, qui cible une augmentation qui ne dépasserait pas les 2 degrés, voire 1,5 degré. Par la suite, il y a eu la COP de Dubaï. On a pour la première fois annoncé clairement qu'on essaie de telle façon à être séparé des combustibles fossiles. Et c'était une première et ce n'était pas facile à l'époque. Et il y a par la suite la réunion de Bakou. Dans Bakou, on a essayé d'augmenter, on a fait à la dernière minute, après des négociations très dures, de passer comme fonds de financement de 100 milliards de dollars à 300 milliards de dollars. Et c'était très important. Et par la suite, vu la situation climatique que nous sommes en train de vivre, et vu le fait qu'on est presque, l'objectif de Paris est dépassé. Donc vous savez que le mois dernier, on était à 1,6. On est en train de dépassement en ce qui concerne l'augmentation de température et que tous les pays ont compris que c'est une occasion pour redresser la situation. Et je vous dis, le fait même de tenir la COP à Belém, c'est un message très fort universel. Donc la COP va avoir lieu au niveau d'une forêt amazonienne qui constitue en même temps un puits de carbone, mais qui subit beaucoup d'impact en termes de déforestation. Donc, pour moi, la réunion de Belém, c'est une réunion de faire le bilan et de faire des actions. Et ça a été dit par le secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de l'ouverture de la réunion des chefs d'État, il n'est plus temps de faire des promesses, de parler, mais c'est le temps des actions. Donc moi, je suis très optimiste en relation avec l'agenda de cette COP 30. Oui, alors justement, vous citiez le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a affirmé la chose suivante: si les contributions annoncées atteignent leurs objectifs, le réchauffement sera de 2,3 degrés au lieu de 2,6, mais il estime tout de même que le monde court à l'effondrement climatique. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis très d'accord. Et le plus important au niveau de cette COP30, c'est qu'on va essayer de revoir et de réviser les contributions nationales déterminées de chaque pays. Vous savez que les contributions nationales déterminées telles qu'elles ont été proposées ne permettent pas d'atteindre l'objectif de Paris. Ces NDC tels qu'ils ont été proposés par les États vont contribuer d'ici 2030 à une diminution des émissions de 10%. Or, cet objectif ne peut pas aboutir à honorer l'accord de Paris. Et on est obligé de contribuer et de réaliser une diminution des émissions de 60%. Donc, à l'accord, au niveau de cette COP, on essaiera de réviser les NDC proposés par les différents pays, les NDC 3.0, bien qu'on est relativement loin, il y a seulement 60 pays de l'ensemble des pays signataires de la Convention cadre qui ont émis leur 3e NDC. Donc, c'est l'occasion de voir ces NDC et d'essayer d'encourager les ambitions des pays en relation avec les émissions de carbone.
Parmi les plus gros pollueurs de la planète, il y a la Chine et aussi les États-Unis. Les États-Unis qui ont décidé d'être absents cette année à cette COP 30. Voilà, pas de représentation américaine pour tenter aussi de négocier et surtout de s'engager. C'est inquiétant. Là c'est un vrai problème sur le plan géostratégique, pour le plan de coopération entre les pays. On a été freiné à une époque par le désistement des États-Unis, et là, c'est la deuxième fois. Et il y a deux choses sur lesquelles j'insiste. Donc, il ne faut pas prendre beaucoup en considération ce problème, mais il faut continuer à espérer de réduire les émissions et à aller sur la voie. Deuxièmement, les États-Unis, bien qui s'est désisté de l'accord de Paris, à l'intérieur des États-Unis, il y a des lois et des actions très importantes qui permettent de réduire les émissions. Il y a aussi la Chine. Il faut savoir que la Chine, en termes de transition énergétique, en termes de mix énergétique, elle est parmi les pays les plus avancés en termes d'action. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, pour les États-Unis, c'est plus une posture, c'est-à-dire c'est un climato-scepticisme de façade, alors que concrètement, ils sont en train de faire eux aussi leur transition. Effectivement, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses à l'échelle de leur pays. C'est la Chine aussi qui fait beaucoup de choses. Mais au niveau, pour moi, c'est une affaire politique qui touche pas seulement l'accord de Paris, qui touche l'UNESCO, qui touche beaucoup de choses. C'est une affaire américano-américaine. Mais nous, en tant que pays qu'on subisse l'impact, on doit continuer à lutter, on doit continuer à défendre nos intérêts et on doit continuer à mettre en action l'accord de Paris. On n'a pas d'autre solution. C'est pas parce que les États-Unis se sont désistés qu'on devrait croiser les bras. Donc, il faut continuer à lutter. Et il y a des choses positives qui sont en train de se réaliser sur tout le plan, en termes d'action climatique. Mohamed Yacoubi, on va parler de la contribution marocaine dans quelques instants. Mais d'abord, revenons, si vous le voulez bien, sur la précédente COP, celle de Bakou, où il y a eu des promesses de financement très importants, ces financements pour assurer, pour les pays émergents, pour leur assurer la possibilité de financer leur transition énergétique. Et les pays le disent, ces pays-là le disent, l'argent n'arrive jamais ou très très peu, contrairement à ce qui est promis au départ. Ça aussi, c'est une difficulté, un vrai problème qu'il va falloir régler. Monsieur, dans toutes les COP qui ont été tenues, le grand problème qu'il y avait, c'était le problème de financement. On parle beaucoup, on fait beaucoup de plans, mais lorsqu'on arrive à la finance, climat, là, il y a toujours le problème. Donc, on a essayé au fur et à mesure de faire des mécanismes et des fonds pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais on s'est heurté toujours à la finance climat, soit en relation avec les fonds qui ont été alloués à la finance climat, soit en relation avec la complexité de l'action en termes d'architecture, en termes d'institutions intervenant, en termes de flux. Et on a essayé d'avancer un peu. Durant la COP 29 à Bakou, donc, on s'est convenu de verser 300 milliards de dollars comme finance climatique. Et quand je dis la finance climatique, c'est pas des dons. Il faut que tout le monde comprenne, c'est la plupart du temps sous forme des prêts qui suivent le marché. Maintenant, au cours de cette COP 30, on a fait un effort, on est en train de voir la possibilité d'injecter dans la finance mondiale un montant qui va arriver à 1300 milliards. C'est rien. Deuxièmement, on est en train de voir le renforcement de tout ce qui est fonds existants. Il y a beaucoup de fonds qui existent, soit en termes avec l'adaptation, soit en termes avec l'atténuation, soit en termes avec les pertes et préjudices. Et c'est le point fort au cours de l'accord de Dubaï, c'est la création d'un fonds qui intéresse plus particulièrement les pays pauvres, les pays émergents, essentiellement les pays insulaires et les pays africains, et qui consiste à faire une réparation des dégâts qu'on ne peut pas toucher par l'adaptation. C'est le fonds des pertes et des préjudices. Deuxièmement, on a donné plus d'importance à la finance en termes d'intensification de taxation. Donc, on essaiera d'intensifier la taxation des pays les plus émetteurs dans le cadre de l'échange entre les pays. Il y a une chose très importante pour les pays africains, et que ça concerne les mécanismes de financement, c'est essayer de telle façon de convertir les dettes souveraines en investissement vert.
Et ça, c'est le grand problème qu'on avait. Donc, parfois, on mélangeait tout ce qui est finance climat avec tout ce qui est investissement classique. Là, on essaiera de convertir ces fonds, ce qui va émerger pour les pays en voie de développement, un fonds qui va atteindre à peu près 100 milliards de dollars. Donc, on est optimiste. Certainement, il va y avoir des choses qui vont se faire. Et tout le monde, y compris les décideurs et les gestionnaires, ont compris qu'il n'y a pas autre solution que de se mettre sur la voie de l'équité climatique, de la finance climatique et pour lutter contre ce fléau qui touche tous les pays. Oui, l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Oui, c'est ça, c'est l'argent. On parle beaucoup de choses. Quand on arrive à l'argent, c'est là le problème. Il y a l'argent, il y a aussi pour nous payer un autre volet, c'est le volet de l'adaptation aussi. Nous, on a plus d'intérêt à s'adapter. Nous sommes très vulnérables, nous sommes très fragiles. Nous devrons réduire notre sensibilité et surtout nous devrons augmenter notre sensibilité, notre résilience, c'est très important. Notre capacité à faire face au choc. C'est le plus important. À partir du 6e rapport de l'IPCC, on a compris que les changements climatiques peuvent être assimilés comme étant un facteur qui permet à la société, aux pays, aux individus de pouvoir faire face lorsqu'il y a un choc climatique. Actuellement, le plus important, ce n'est pas seulement l'augmentation de la température, mais c'est plutôt les phénomènes extrêmes climatiques que nous sommes en train de subir. Tout ce qu'on va recevoir dans le futur, en termes, par exemple, des précipitations, vont être sous forme des phénomènes catastrophes. Donc, à côté de l'atténuation auquel les pays développés donnent beaucoup d'importance, il y a aussi l'adaptation, il y a aussi les pertes et les préjudices. Et ce qui est très important dans cette COP, c'est qu'on a prévu de discuter, et c'est la première fois, un certain nombre d'indicateurs, 100 indicateurs, qui va nous permettre de mesurer ce qu'on est en train de faire en termes d'adaptation au changement climatique. Oui, ça signifie que quelque part, il y aura comme une agence de notation de l'adaptation climatique, c'est ça? Il y a toujours des agences. La lutte contre le changement climatique, j'ai dit que c'est un processus continu. Et depuis qu'on a mis sur place l'accord de Paris, il y a des agences, il y a des mécanismes, il y a des structures dont le rôle est de suivre et de superviser tout ce qu'on est en train de faire. Et il y a le système, par exemple, le système de MRV, mesure, évaluation, notification. Donc, on essaie de mesurer ce qu'on est en train de faire en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Et surtout, on est en train de voir est-ce que ce qu'on fait, est-ce qu'il y a l'action de gouvernance, de la transparence. C'est très, très important dans l'action climatique. Dans l'action climatique, il y a la gouvernance, il y a la transparence et il y a aussi le côté social, le côté équité. Est-ce que ce qu'on est en train de faire se répercute positivement sur la société d'une façon générale? Et je vous dis, le plus important dans cette COP, c'est qu'on a essayé une deuxième fois, après avoir à abstenir tout ce qui est société civile dans la COP de Dubaï et de Bakou, maintenant, la société civile, elle est très présente. Donc, vous êtes en train de voir, il y a des manifestations qui se font partout en Inde, partout au Brésil, et qui essayent de soutenir les pays dans leur action climatique. Oui. Mohamed Yacoubi, vous qui êtes climatologue, vous êtes aussi professeur enseignant. D'ailleurs, vous avez un cours à 8h30. C'est pour ça qu'on ne va pas vous retenir très, très, très longtemps. Mais est-ce que vous considérez qu'avec, on parlait de l'évaluation de chacun des pays dans leur transition énergétique, est-ce que vous pensez que le Maroc figure au banc des bons élèves? Je pense que le Maroc, en relation des indicateurs qui sont communiqués d'une façon continue, soit par la Nations Unies, en relation avec la réalisation des objectifs de développement durable, l'agenda 2030, soit en relation avec les rapports de la Convention cadre des Nations Unies, le Maroc, il a été toujours classé parmi les premiers pays qui honorent leur engagement climatique. Ça, c'est une volonté royale. Dès le début, on s'est mis sur la trajectoire de la lutte contre le réchauffement climatique pour la simple raison qu'on n'a pas le choix. Nous sommes un pays qui est plus ou moins fragilisé avec sa facture de combustible énergétique. Vous savez, par exemple, que l'ONE
paye chaque année l'équivalent de 40 milliards de dirhams en termes de factures énergétiques, de combustible. Donc le Maroc, on est parmi les pays qui respectent leur engagement, on est parmi les pays qui ont mis en place une loi, une législative qui répond à l'action climatique, qui permet de réaliser le développement durable. Même au niveau de notre troisième NDC, c'est une NDC très ambitieuse qui nous permettre, par exemple, d'ici 2040, de s'écarter d'une façon définitive de tout ce qui est combustible charbon. Ça nous permet, par exemple, d'ici 2040, on ne va plus construire des centrales thermiques à base du charbon. Ça nous permet, par exemple, de planifier tout ce qui est centrales qui utilisent des énergies propres. Ça nous permet, par exemple, c'est sur quoi on s'est engagé. Et ça nous permet de faire une conversion profonde vers tout ce qui est énergie renouvelable. Ça nous permet de faire une transition énergétique mixte, durable et où il y a de l'équité. Donc, la NDC de Marocain, ça a été toujours, que ce soit pour la première NDC, que ce soit pour la deuxième NDC qui a été révisée, que ce soit pour la troisième, c'est une NDC qui est classée parmi les meilleurs NDC à l'échelle mondiale. NDC, c'est la contribution, et vous l'avez dit, un choix politique, effectivement, un choix même royal, on peut le dire, de cette transition énergétique. Et vous l'avez précisé, Mohamed Yacoubi, le Maroc figure parmi les bons élèves mondiaux au niveau de la transition énergétique, et les engagements sont en effet respectés. Merci beaucoup, Mohamed Yacoubi, d'avoir été l'invité ce matin de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes climatologue, vous êtes aussi enseignant, vous avez un cours juste maintenant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous le répète pour pas que vous l'oubliez. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et excellente journée.